Dans un heureux événement, le roman d'Eliette Abécassis, Barbara découvre que la maternité n'est pas toujours lumineuse. L'accouchement, l'amour maternel, tout ce qu'on lui avait promis semble lui échapper. L'héroïne sombre dans une solitude que personne ne veut nommer, parce qu'on ne dit pas ça et on ne pense pas ça quand on vient de donner la vie. Camille a toujours voulu être mère. Ce bébé, elle en a rêvé. Mais le jour où elle le tient dans ses bras, quelque chose se fissure. Commence alors une chute silencieuse et un long combat pour retrouver son fils. Vous écoutez Transfert. Ce témoignage a été recueilli par Camille Ursi. On est en 2012, je sors d'une relation longue. Je décide de m'inscrire sur Tinder pour re-rencontrer quelqu'un. Je tombe sur un profil avec lequel j'ai matché, donc il s'appelle Kevin. Dès le début, je suis à fond dans nos discussions. Et au bout d'à peu près 1 mois et demi, on décide de se voir et on se met ensemble. Pour moi, c'est un coup de foudre. C'est un homme qui est assez petit, carré. Il est brun, il a de la barbe et un peu style méditerranéen et moi je le trouve super beau. On se voit pas beaucoup parce que il habite à Paris et moi je suis de Normandie, donc on a 1h30 de route entre lui et moi. Et puis au bout de 2 mois, il décide de me quitter par message. Et alors que ça fait que 2 mois qu'on sort ensemble et que je suis plutôt un petit cœur de pierre, j'ai le cœur en miettes. Après Kevin, je vais avoir une relation de à peu près 3 ans. Et en fait, cette relation de 3 ans se termine très mal parce qu'en fait, au bout de 3 ans, ce garçon décide de m'avouer, après beaucoup d'insistance de ma part, qu'il ne souhaite pas avoir d'enfant. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir une famille, des enfants. Je peux même pas vraiment dire que c'est un rêve, pour moi, c'est une évidence, quoi. Et j'habite en Normandie et les normes en Normandie, c'est pas les mêmes que dans les grandes villes. Donc à 28 ans, toutes les filles quasiment qui étaient au collège ou au lycée avec moi, elles ont toutes eu des enfants. Tout le monde a commencé à faire sa vie, à acheter une maison, etc. Et moi, je me retrouve célibataire, voilà, sans enfant, et j'ai vraiment l'impression que je suis en train de rater ma vie, quoi. Le confinement vient d'être annoncé par le gouvernement. Moi, je travaille en banque, donc les banques ne sont pas fermées pendant le confinement, donc tous les jours, je vais travailler. C'est une période où je me retrouve, mais j'ai un peu peur de craquer. Parce que malgré tout, je vois quand même personne le soir, etc. Je peux pas voir mes amis, je peux pas voir ma famille, je sors quand même d'une relation qui a été très compliquée. Et j'ai peur de flancher, et je réfléchis comme ça, et je me dis, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour ne pas flancher ? Et je me dis, si je rencontrais un autre garçon, ça m'aiderait plutôt pas mal. Sauf que confinement oblige, impossible de rencontrer qui que ce soit, les applications hors de question. Et je me dis, ce que je devrais faire, c'est que je devrais parler à un garçon, le genre de mec qui va pas me lâcher, quoi. Et là, je repense à Kevin qui régulièrement essaye de m'ajouter sur les réseaux ou quoi. Et je me dis, lui, je suis sûre que si je vais lui parler, il va pas me lâcher. C'est un peu une idée comme ça qui me passe, j'ai réfléchi pendant 10 minutes et hop, je vais sur Instagram et je l'ajoute. Puis je lâche mon téléphone et je vais prendre ma douche et en fait dans ma tête je passe à autre chose et quand je sors de la douche je vois qu'il m'a déjà accepté et qu'il m'a déjà envoyé un message. Tout le reste du confinement, je lui parle d'abord par message et puis vers le milieu du confinement on commence à s'appeler. Voilà, on flirte quoi. On sent très bien qu'on n'est pas juste 2 vieux amis qui rattrapent le temps perdu. C'est le dernier week-end du confinement. J'ai trop envie d'aller le voir et je sais que je vais faire l'aller, entre guillemets, illégalement parce que c'est le confinement. Et le retour, on sera plus dans le confinement. Tant pis, j'y vais, j'ai envie de le voir. Donc j'arrive chez lui, on se fait la bise et au début, en fait, c'est gênant. On se sent mal à l'aise, lui comme moi, parce que on a une super alchimie au téléphone, mais là, on est en face et c'est pas pareil. Et il va nous falloir une petite demi-heure, le temps de briser la glace entre lui et moi. On boit un verre et ça aide à détendre un peu l'atmosphère. Et en fait, l'alchimie reprend parfaitement en se voyant et on passe une super soirée tous les deux, quoi. À un moment donné, on s'embrasse. Et dès qu'on s'embrasse, je l'arrête tout de suite et je lui dis, par contre, faut être très clair, là on s'embrasse, mais c'est pas le truc à la mode, on s'embrasse, on voit ce que ça donne. Non, on s'embrasse, donc on est ensemble. C'est comme ça. Je dis, et si tu veux pas qu'on soit ensemble, on s'embrasse pas.
Et si tu penses que c'est que pour ce soir, eh bien, il faudra me quitter dans les règles de l'art. Donc, tu prendras ta petite voiture, tu viendras me voir et tu me quitteras en face. Et il me dit non, non, mais moi aussi, je veux me marier et avoir des enfants. Et du coup, en fait, après, on va pas se lâcher, on va passer tous nos week-ends ensemble et dès qu'on a un moment, on le passe ensemble. Je crois que ça va prendre 10 mois pour que je le rejoigne sur Paris au mois de mars. Notre relation, elle continue exactement de la même façon. On est tout le temps collés l'un à l'autre. On sort beaucoup au restaurant, boire des verres, voir un humoriste. C'est l'avantage de la vie parisienne, il y a plein de trucs à faire. Et en fait, dès lors qu'on habite ensemble, on se met d'accord sur le fait que pendant 6 mois, on voit si ça fonctionne le fait de vivre ensemble. Et si au bout de 6 mois ça fonctionne, on essaie d'avoir un bébé. Ces 6 mois se passent très bien. Et donc, comme c'était prévu, j'arrête la contraception pour essayer de tomber enceinte. Moi, dès le début, je suis un peu stressée quand même. J'ai un peu peur que ça prenne pas. Je fais vraiment une fixette sur mon âge. Donc très vite, quand même, je tombe un peu dans ce truc de calculer mes cycles, faire attention à la période d'ovulation, etc. Ça fait déjà longtemps que j'ai envie d'être mère. Et là que ça y est, j'ai tout pour, j'ai envie que ça arrive vite, quoi. Mais évidemment, ça ne se passe pas très vite, parce que ça ne se passe pas du tout. Ça prend pas, et je me dis, je voudrais faire un bilan de fertilité avec ma gynécologue, au moins pour savoir si tout fonctionne bien. Les tests sont très bons pour Kevin, et pour moi c'est bon, mais ma fertilité correspond à une femme de 35 ans. Donc voilà, j'ai une fertilité un peu plus basse par rapport à mon âge, mais ça n'empêche en rien du tout d'avoir un enfant par contre. Malgré tout, ma gynécologue me dit ok, ça va, donc si elle me dit ok ça va, c'est ok ça va. Je patiente et elle me dit on attend encore quelques mois et puis quand ça fera 1 an, si ça a toujours pas pris, je vous donnerai en gros de quoi booster un peu la fertilité quoi. Et donc c'est ce qui se passe. Donc elle va aider sous forme de cachet en fait pour être sûre que j'ovule correctement. Moi je prends ça comme elle me l'a présenté comme un petit coup de boost en fait, sauf que non en fait c'est le début de la PMA. Moi, la PMA, je la vis très mal. Je la vis très mal déjà parce que je suis inquiète. Je me dis, et si ça prend jamais, c'est-à-dire que je vais jamais avoir d'enfant dans ma vie. Adopter en France, c'est super compliqué. Je me pose 1000 questions. Je m'inquiète beaucoup. Et ouais, j'ai trop peur de pas avoir d'enfant, quoi. Enfin, franchement, j'ai trop peur que ça fonctionne pas pour moi. Pour Kevin, je me prends trop la tête. Il pense que tout va aller bien. Franchement, il s'inquiète pas du tout. Je me sens seule par rapport à tout ça, mais ça va tellement bien avec Kevin que malgré tout, je suis quand même heureuse dans ma vie. Donc au bout de 2 ans d'essai et 1 an de PMA, je tombe enceinte. Pour mon plus grand bonheur. À partir du jour où je sais que je suis enceinte, même si ce bébé, au final, c'est même pas encore un bébé au début, il est absolument minuscule, moi, c'est un bébé. Je sais déjà comment il va s'appeler Théo. Je fais tout avec Théo. Quand je mange avec Théo. Quand je vais me coucher avec Théo. Quand je suis dans ma voiture toute seule, je ne suis plus toute seule, je suis avec mon bébé. Je suis dans un état d'extase, de bonheur complet. Le jour où j'ai appris que j'étais enceinte, c'est le jour où je suis devenue mère pour moi. Il est hors de question de me dire que je peux faire une fausse couche parce que j'ai pas été prudente ou quoi. Moi, je veux prendre aucun risque. Et donc, on décide avec ma sage-femme que j'arrête de travailler et que je me mette au repos. Et donc, assez vite, à partir du 2e trimestre, je suis en arrêt. Donc, je passe beaucoup de temps allongée, mais ça m'est complètement égal. En fait, avec Kevin, on est complètement à l'ouest. On se rend pas compte que je suis à 1 semaine de mon terme. Et donc, ce soir-là, c'est le soir de la fête de la musique. Lui sort sans capter que potentiellement, cette nuit, je peux accoucher. Et moi aussi, on est dans un déni total. On se rend pas du tout compte que ça peut arriver. Alors pourtant, tout est fait pour qu'on se rende compte. La chambre est prête, ma valise est prête. J'ai fait tous mes cours de préparation à l'accouchement. Mais non...
Et en fait, en pleine nuit, je perds les os en dormant. Et là, je suis choquée, quoi. Je me dis, j'ai perdu les os. Et lui, il bondit du lit, il dit, c'est pas vrai. Et du coup, on fait comme si qu'on est très serein. Je dis, non, attends, je vais prendre ma douche. J'ai vu dans les conseils qu'il vaut mieux aller prendre sa douche avant d'y aller. Je prends ma douche et on y va tranquillement. Quand on part à la maternité, on n'a pas prévenu nos familles. C'est décidé de cette façon. Parce que j'ai pas envie d'avoir plein de messages, de tenir au courant les gens, etc., etc. Donc je ne préviens qu'une seule personne, c'est ma meilleure amie. J'ai envie que ce moment nous appartienne. On arrive à la maternité. Au final, certes, j'ai perdu les os, mais je n'ai pas de contractions, donc on patiente. Je dors même. Le lendemain, les contractions arrivent. Elles sont très douloureuses. Au bout de 2 heures, on me fait la péridurale et tout se passe très bien. Je n'entends pas du tout pleurer alors qu'apparemment il pleure et on me le pose sur moi. Et là, je fais « Oh mon Dieu !» Je comprends du coup qu'on vient de me poser mon bébé sur moi, mais je m'y attendais pas. Je pensais qu'il allait falloir que je continue de pousser en fait. Et je sens qu'il est tout chaud, quoi. Il a été posé sur mon ventre et il est juste tout chaud, quoi. J'essaie de le regarder, j'essaie de voir son visage, mais sa position sur moi fait que j'arrive pas à voir sa tête. Et je suis tellement là je me sens complètement à la fois shootée et épuisée que j'ai pas la force de relever la tête pour voir ses yeux, par exemple. Mais il va falloir lui faire ses soins, ils ont des contrôles à faire. Et en fait, à ce moment-là, j'ai l'impression qu'on m'arrache mon bébé. C'est bizarre, je me sens exclue. Enfin, je l'ai eu pendant 9 mois que pour moi. Et là, je viens d'accoucher et je sais pas combien de temps, et peut-être au bout d'un quart d'heure à peine, on me le retire. Je trouve ça hyper violent, quoi. Ça me met pas en colère, ça me rend triste. Je me sens rejetée, en fait, à ce moment-là. Je me sens trop. Donc après, on vient et on veut me le reposer sur moi. Et au final, je refuse. Je refuse, en fait, parce qu'on est en train de me recoudre. Et ça me fait un peu souffrir quand même. Et j'ai l'impression que si on me le pose sur moi, j'ai pas assez de force pour le tenir. Dès qu'on a fini de me recoudre, on me le redonne, mais au final, c'est le moment de monter à la chambre. Donc je me relève, je m'assois sur la chaise roulante, et là, je dis à Kevin, je vais tomber, appelle quelqu'un. Et là, je me souviens plus de ce qui se passe. Et je me réveille, je suis allongée, il y a 6 personnes autour de moi. Et ma première réaction, c'est, je dis, j'ai fait tomber Théo. J'en suis sûre. Et là, en fait, je comprends que non. En fait, Théo va bien, il est dans son petit berceau et c'est juste moi qui ai fait un malaise sur la chaise roulante et l'équipe médicale m'a allongée, quoi. Une fois montée dans la chambre, là, je décide de faire un FaceTime avec mon papa pour lui présenter mon bébé. Et donc, c'est à ce moment-là que je lui présente mon fils et que je lui annonce non seulement que j'étais à la maternité, mais en plus que j'ai accouché. Donc le lendemain matin, j'ai une puéricultrice qui vient pour me montrer les soins du bébé, comment changer la couche, comment nettoyer son nombril, le petit cordon, tout ça. Et en fait, c'est pas du tout le bon moment pour moi parce que je suis encore très affaiblie de l'accouchement. C'est aussi le moment du premier bain de mon bébé et j'ai envie d'être présente. J'ai pas envie de passer à côté de ce moment-là. Mais en fait, je suis présente physiquement, mais je suis pas trop là mentalement parce que je suis en train d'essayer de lutter pour réussir à tenir debout et puis pour pas tomber dans les pommes, quoi. Et au final, ça finit que je finis par aller m'asseoir sur le lit parce que ça tourne tellement, j'ai tellement des vertiges qu'il faut que je m'assoie. Et là, la famille de Kevin arrive. Et en fait, juste avant qu'ils arrivent, ils étaient déjà sur la route, Kevin me dit « Mais ça te dérange pas si ma famille vient ?» Et je regarde, je dis évidemment que ça me dérange. Parce que tu sais très bien qu'on avait convenu que je voulais pas de visite. En plus, là, ça fait même pas 24 heures que j'ai accouché, j'ai fait un malaise. Ce matin, je me sentais pas bien, j'ai besoin de repos et c'est pas le bon moment, quoi. Mais c'est dimanche et le lendemain, ses parents travaillent. Donc, c'est soit aujourd'hui, soit non. Clairement, là, je fais plaisir à Kevin, je fais plaisir à ses parents et je m'oublie. Parce que moi, c'est pas ce que j'ai envie. Mais c'est comme ça. Honnêtement, j'ai pas le choix. Donc, j'ai accouché le samedi à 18h30. Voilà ma journée du dimanche. Arrive donc le lundi. Le matin,
On recommence, les médecins. Impossible de rentrer en relation avec mon enfant. J'ai l'impression que moi, j'ai besoin d'intimité. Je peux pas être dans ce truc avec mon bébé s'il y a tout le monde qui arrête pas de me déranger tout le temps. Les médecins et Kevin vont insister pour que j'aille marcher. Ils veulent absolument que j'aille marcher. Ça fait du bien à une femme qui vient d'accoucher d'aller marcher. Donc, je vais marcher. Autour de la maternité, je fais des tours, je sais pas, pendant une demi-heure. Et puis bon, le temps passe dans tout ça et je remonte, il doit être 16h dans ma chambre et là je regarde Théo. Je la regarde et je me dis, mais c'est pas Théo ça? Et là je me dis, oula, il y a un problème là. Je me dis, mais c'est sûr que c'est Théo ou... Et je pose une petite question comme ça, comme si de rien n'était à Kevin, et je dis, mais t'es resté dans la chambre tout ce temps-là quand j'étais pas là? Et il me dit, bah oui, pourquoi? Je dis, non, comme ça. En fait, cette question, elle est pas... Il y a quelque chose derrière cette question, c'est que j'ai l'impression qu'on m'a échangé mon bébé, là. Physiquement, je ne reconnais plus le bébé. Je m'en inquiète pas trop, je me dis c'est qu'une petite pensée comme ça, je viens d'accoucher, je suis un peu à l'ouest, ça va aller. Demain on rentre à la maison, ça va aller mieux, ça va passer. Quand ça arrive à la maison, en fait il y a des moments où tout se passe bien, je suis super heureuse, et il y a des moments où je ressens une distance avec ce bébé, mais une distance terrible. Où vraiment j'ai aucun lien avec lui, quoi. Je le regarde, ouais, c'est un bébé. Et j'ai pas l'impression que ça soit le mien. J'ai pas du tout l'impression qu'il a été dans mon ventre. J'ai l'impression qu'il s'est rien créé entre lui et moi. Y a rien. Et le pire, c'est qu'en fait, je fais semblant. Je fais semblant devant Kevin, je fais semblant pour ce bébé. Donc je fais celle qui est super heureuse, qui fait des gazouillis à son bébé, qui le prend dans ses bras, etc. Mais je ressens rien du tout de tout ça. Tout ça, c'est que de l'acting. Tout ça, je fais semblant. Et ça commence à m'inquiéter parce que les jours commencent à passer et ça s'améliore pas, ça stagne pas, ça s'empire. J'arrête pas de me dire, si je ressens pas le lien, je crois que je sais pourquoi. C'est parce qu'on m'a échangé mon bébé. Quand je suis partie marcher, on a dû m'échanger mon bébé à la naissance. Et c'est pour ça que j'ai pas de lien. Parce que c'est pas le mien. Et mon instinct maternel le ressent lui. Ça doit faire à ce moment-là à peu près une semaine que Théo est né. Et je l'ai dans mes bras, dans le lit. C'est le soir. Kevin rentre dans la chambre et je lui dis je crois qu'il y a un problème. Je suis en pleurs en fait, je lui dis je crois qu'il y a un problème. Et là il me dit qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a Théo? Et là je lui dis non, Théo va bien, c'est moi. Je dis j'ai l'impression que c'est pas mon bébé. J'ai l'impression que c'est pas le mien. Et en fait il comprend pas quoi, il me dit mais comment ça? Enfin oui c'est ton bébé. Je dis oui mais je ressens pas ce truc. Et lui en fait il me rassure, il me dit non mais je te vois commenter avec Théo. T'es folle de lui, t'arrêtes pas de lui le sourire, de le regarder, tu t'inquiètes trop pour rien, tout va bien. Et je lui dis non mais je fais semblant. Il dit non mais tu fais pas semblant, tu t'inquiètes trop. Donc je me dis bon, ok, peut-être que je m'inquiète trop, en effet. Je cherche sur internet ce qui est en train de m'arriver. Parce que je me dis que, entre guillemets, ça tourne pas rond là. Donc je cherche. Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je fais un baby blues? Est-ce que je fais une dépression postpartum? C'est un début. Est-ce que je fais ce qu'on appelle une psychose puerpérale? Est-ce que... Je sais pas, j'ai accouché, il s'est passé un truc dans mon cerveau qui a lâché, j'en sais rien, et je perds un peu la tête. Qu'est-ce qui est en train de se passer en moi, quoi? Et Kevin, il comprend pas, en fait. Il m'écoute, il est très à l'écoute, et il parle beaucoup avec moi, mais il sait pas m'aider. Il sait pas trop quoi me dire, à part me dire que ça va passer, que c'est rien de grave, que voilà, c'est certainement un baby blues, etc. Il va commencer à avoir un rythme qui va s'installer de mes journées et il va être tout le temps le même pendant plusieurs mois. Le matin, je me réveille avec une anxiété extrême, je fais des crises d'angoisse. Kevin peut me retrouver, je suis allongée sur le carrelage de ma cuisine en train de trembler.
L'anxiété est tellement forte que ça se transforme en crise d'angoisse. J'ai aussi beaucoup d'agitation. Je peux pas rester assise. Faut que je marche, j'ai envie de courir, il faut que je danse, faut que je bouge. Je peux pas rester assise. C'est trop compliqué de rester assise. C'est vraiment des périodes d'agitation fortes. L'après-midi, je suis dans les vapes. Je suis pas là. Je suis là, mais je suis pas là. Je suis à l'ouest, je suis dans mes pensées. Et le soir, pourquoi je ne sais pas, je reviens à moi. Théo redevient Théo, je n'ai plus aucun doute. Tout est naturel, oui, c'est bien mon bébé, oui, tout va bien. Je sais pas ce qui m'a pris aujourd'hui, je sais pas ce qui m'a pris ces derniers jours. Je reviens à la raison. Et je me dis, chaque soir, oh, ça y est, le baby blues est fini. C'était chaud, hein, mais ça y est, c'est fini. Sauf que chaque matin, quand je me réveille, ça recommence. Chaque matin, mes pensées reviennent. Chaque matin, l'anxiété est à nouveau présente. Chaque après-midi, je dissocie. Et chaque soir, je reviens à moi. Et je reviens à moi particulièrement quand je bois un verre d'alcool. Ne serait-ce qu'un verre. Rien qu'avec un verre, je ressens l'effet de l'alcool. Et c'est compliqué de le dire, mais c'est vrai, ça me fait du bien de boire de l'alcool. Sur Internet, ils disent que quand ça dure plus de 2 semaines, c'est plus qu'un baby blues. Donc, je le dis pas à Kevin. Je décide de prendre rendez-vous avec ma sage-femme en prétextant que j'ai mal à ma cicatrice post-accouchement. Mais je prends pas du tout rendez-vous pour ça. Je prends un rendez-vous pour lui parler de ce qui se passe dans ma tête. Et donc, j'arrive chez ma sage-femme avec mon bébé, hop. Et la sage-femme, elle me dit ça. Alors, comment ça va et tout. Et en fait, je parle même pas de l'histoire de ma cicatrice. J'ai un peu mal, mais je m'en fiche complètement. C'est pas le problème. Je lui dis, j'ai un problème avec Théo. Je crois que je l'aime pas. J'ai l'impression que c'est pas mon fils. Et là, elle me regarde. Je vois ses yeux, ils s'écarquillent. Et elle me dit, pauvre bébé. Et là, je perds la voix, quoi. J'ai honte. J'ai honte de ce que je lui dis. Et donc, je baisse la tête. Et là, je sens qu'au bout de quelques secondes, elle se reprend tout de suite. Elle fait non, mais bon, non, maman, ok, alors bon, dites-moi. Elle me regarde, elle pince des lèvres, elle me dit moi, le psychologique, je sais pas trop. J'ai été suivie par 2 sages-femmes. Elle me dit écoutez, l'autre sage-femme est en congé. Elle revient dans 3 semaines. Quand elle revient, prenez rendez-vous avec elle. Et là, dans la tête, je me dis 3 semaines. Enfin, c'est long 3 semaines quand on va pas bien. Mais j'insiste pas, je dis bon d'accord. 1 semaine se poursuit et là, en fait, c'est toujours le même rituel. Chaque matin, chaque après-midi, chaque soir. C'est tout le temps la même chose. Sauf que à chaque jour, ça monte d'un cran. Chaque jour, c'est plus grave que la veille. Au lieu de faire une crise d'angoisse, j'en fais 2. J'en fais 3. Mes mains tremblent en continu. Je vomis de stress, d'anxiété. Et là, je me dis, 3 semaines, là, ça fait déjà 1 semaine, je suis déjà au bout. Je vais pas tenir. Et surtout avec cette relation avec mon bébé qui s'empire parce que la distance s'installe de plus en plus entre lui et moi. J'arrive pas du tout à connecter avec lui. Je décide d'aller voir la PMI pour demander de l'aide. La PMI, c'est un endroit où quand on est maman, on peut aller avec son bébé. Au début, ils pèsent votre bébé chaque semaine et vous pouvez aussi avoir un suivi médical pour votre bébé par la suite pour ses vaccinations, etc. Mais en fait, quand j'y vais, j'ose pas le dire à Kevin. En fait, j'ai entendu des mauvaises expériences de d'autres mamans sur la PMI, que je connais pas, des trucs que j'ai lus sur Internet, et des femmes à qui on a retiré leur bébé. Et moi, je me dis, mais là, avec ce que je vais leur dire, ils vont me retirer Théo. C'est sûr. Donc, j'y vais avec ma poussette toute tremblante, là. Et je me dis, 1 chance sur 2 que je revienne sans ma poussette. Mais dans ma tête, je me dis, écoute, si la PMI décide de faire ça, c'est que c'est le mieux pour Théo. Alors, tu vas y aller, tu vas leur dire, et eux, ils décideront. Donc j'y vais en ayant conscience de tout ça, mais j'y vais surtout parce que comme je sais qu'il y a des psychologues, j'aimerais bien être suivie en fait, j'aimerais bien parler à quelqu'un et que quelqu'un me dise ce qui m'arrive quoi. Et là j'arrive, donc je suis à l'accueil quoi, et je dis voilà, j'ai accouché
Il y a 3 semaines maintenant, je vais pas bien et j'aurais voulu prendre rendez-vous avec un psychologue. Et là, on me dit, ah oui, mais là, ça va être le mois d'août, là. Il n'y a pas de place avant le départ en vacances de la psychologue. Donc moi, j'avais peur qu'on me retire la garde de mon enfant. Et en fait, tout le monde s'en fout. Tous les jours, je vais me trouver 4 trucs différents. Un coup, je suis devenue bipolaire. Un coup, je suis devenue schizophrène. Un autre coup, c'est un baby blues. Puis finalement, c'est une dépression postpartum. Enfin voilà, moi, j'arrive pas du tout à trouver ce que j'ai. J'ai besoin d'un pro, quoi. J'ai besoin de quelqu'un dont c'est le métier. Et avec Théo, je fais comme si tout allait bien. C'est des grands sourires. Oh, qu'est-ce que t'es beau, etc. Mais je sens que ça devient de plus en plus compliqué de faire semblant. C'est vraiment éprouvant pour moi à faire comme si que tout allait bien devant mon fils et parce que je veux pas qu'il en souffre, je veux pas qu'il se rende compte qu'il y a un problème. Là, ça va faire 1 mois que j'ai accouché. Je me souviens que j'ai eu un petit dépliant à la maternité et dans ce dépliant, c'est marqué « Si ça ne va pas bien, psychologiquement, appelez la maternité ». Donc, je décide d'appeler la maternité. Je tombe sur une infirmière de la maternité, enfin on me la passe, et elle me dit ça va. Et là, j'arrive même pas à répondre. Parce qu'en fait, je suis en train de pleurer. Et si j'ouvre la bouche, elle va entendre que mes sanglots. Et elle me dit c'est dans la tête, c'est ça. Hein. Et là, je lui explique et en fait, je lui dis que je suis en train de penser à quitter mon domicile à ce moment-là. Parce que je me rends compte que je suis une très mauvaise mère, que c'est pas du tout ce que ce bébé a besoin, et que j'ai plus ma place ici, et que ce bébé serait bien mieux sans moi. Bien, bien mieux, qu'il reste qu'avec son papa. C'est mieux de pas avoir de mère qu'une mère comme ça. Elle me dit, écoutez, là, au vu de ce que vous me dites, là, c'est grave, il faut que vous alliez aux urgences psychiatriques. Ni une ni deux, je dis à Kevin qui est en télétravail, tu t'occupes de Théo cet après-midi, moi je dois aller aux urgences psychiatriques. J'y avais déjà pensé, mais j'avais honte d'y aller. Donc je prends ma petite voiture et je me rends compte que là, juste le trajet pour aller aux urgences psychiatriques, c'est la première fois en 1 mois que je suis sans Théo. Et je sens une pression qui retombe. Je sens que j'arrive à souffler là dans ma voiture. J'arrive aux urgences psychiatriques. On va me recevoir, donc je me retrouve dans la salle d'attente avec une télévision qui est mise sous cage. Oh, je me dis, ça fait un choc quand même de se retrouver là. C'est à mon tour, le psychiatre me reçoit. Il est tout le temps dérangé, il se passe pas 4 minutes sans que son téléphone sonne. Il s'excuse tout le temps, il fait de son mieux, mais il me dit, je suis tout seul. Je suis obligée de répondre au téléphone, j'ai pas le choix. Donc bon, voilà, je finis de raconter un petit peu mes petits problèmes et puis il me prescrit des anxiolytiques et voilà. Là, je rentre, Théo, il est tout mignon, il est dans son petit nid d'ange, il fait dodo sur le canapé, il est tout chou. Et là, je le regarde et je me dis, je le supporte plus. Ce bébé là, je le supporte plus, j'en peux plus. Je commence vraiment à en avoir marre de m'occuper d'un bébé qui n'est pas le mien. Et je sens une montée d'agressivité en moi. Je sens de l'énervement contre lui. Vraiment, ça tiendrait qu'à moi, je le pousserais de mes mains. Je l'écarterais de moi en lui disant, mais pousse-toi, arrête de me coller, je n'en peux plus. Pousse-toi. Je le dis tout de suite à Kevin. Je dis, ça va pas là. Je dis, là, ça va pas, je lui explique ce que je viens de ressentir. Et même lui, il est sous le choc. Il sait plus quoi me dire. Je regarde sur internet et je vois que dans les cas sévères de dépression postpartum, il y a un risque de suicide chez la maman et il y a un risque d'infanticide pour le bébé. Et je le dis à Kevin, je dis, et il faut protéger Théo. C'est la priorité, il faut le protéger et il faut le protéger de moi, sa mère. Au final, ça y est, les 3 semaines sont passées, je revois ma sage-femme et elle est géniale.
Et elle me dit ok, il faut qu'on trouve une solution maintenant. Et là, elle prend son téléphone et elle va passer un nombre incalculable d'appels. On est le vendredi. Elle dit bon, écoutez, la situation de toute façon est trop grave. Quand vous rentrez chez vous, vous trouvez sur Internet un rendez-vous en ligne là avec un psychiatre pour le temps du week-end. Et lundi, vous aurez un vrai rendez-vous, on va dire, avec un service spécialisé pour les mères en difficulté. Donc ok, là je rentre, je prends un rendez-vous en ligne avec un psychiatre. Et lui, il va me faire un diagnostic. Il m'explique que j'ai eu un choc émotionnel, que je m'étais complètement faite au fait que j'étais bien enceinte, mais pas du tout au fait que j'allais devenir mère, que j'ai des symptômes psychotiques et qu'en effet c'est sérieux. Et là, il me donne donc une ordonnance et là ça rigole pas l'ordonnance. Il y a des antipsychotiques, il y a des anxiolytiques, des grosses doses. Je cours à la pharmacie, je veux prendre les médicaments au plus vite. Je veux que tout ça s'arrête. Et je commence les médicaments pour le week-end en attendant mon autre rendez-vous avec le psychiatre. Et là, je rentre et là, Kevin, il me dit j'ai réservé un week-end. On part à Chantilly, dans un hôtel spa un peu luxe avec Théo. On va prendre l'air. Ah, je suis trop contente. Je sors de cette maison, je sors là de cet enfer. Ça va être plus facile de supporter ce week-end loin. Sur la route, je me sens bien. En même temps aussi, c'est le soir. Comme chaque soir, je me sens bien. On arrive dans la chambre et puis tout va bien. Et tout d'un coup, je commence petit à petit à reperdre la parole. Et là, Kevin y comprend. Je suis repartie, ça va de nouveau plus. Je suis repartie dans mes pensées. Je suis repartie avec l'anxiété. Je suis plus vraiment là. Donc je décide d'aller me coucher et en fait j'ai mis en place des petits rituels pour essayer de me sortir de ces phases d'anxiété et tout. J'essaye de me reconnecter à la réalité et quand je fais ça, je regarde des photos de mon fils en fait. Sauf que là je regarde ma photo et je vois qu'elle bouge. Je colle ma tête presque à mon écran de téléphone et je vois l'image bouger. Je me dis mais c'est pas possible, une photo ça bouge pas. Et là, ça bouge et ça fait Théo avec un sourire machiavélique, en fait. Et je me dis, mais c'est le diable, en fait, ce bébé. Ce bébé, c'est le diable. À nouveau, je passe d'un état à un autre. Je reviens à moi et je me dis, qu'est-ce qui vient de se passer ? Qu'est-ce qui vient de se passer, là ? Et là, je comprends, je viens d'avoir une hallucination. Je m'arrête pas de pleurer pendant ce week-end à Chantilly. C'est un week-end horrible. À un moment donné, je décide de le dire à Théo ce qui se passe. Je ressens en fait ce besoin de lui expliquer pour le rassurer en fait. Donc je le prends dans mes bras et j'ai l'impression que c'est la première fois que Théo et moi on se regarde droit dans les yeux. J'ai l'impression qu'avant ça on s'était jamais regardé. Et je lui explique. Je lui dis que je ne vais pas bien, que ça n'a rien à voir avec lui, que ça a à voir que moi, que c'est que moi, que maman qui va pas bien dans la tête et que je vais aller très très vite mieux. Et que ça sera bientôt fini tout ça. Et je lui demande pardon. Je lui dis excuse-moi, tu viens de naître, je devrais être une super maman, m'occuper de toi, et c'est pas du tout ce que je suis. C'est injuste pour toi. On rentre de ce week-end de l'horreur. Et le lundi, j'ai donc ce rendez-vous dans ce service spécialisé pour les mères en difficulté. Et donc je leur présente l'ordonnance que le psychiatre m'a donnée. Je leur dis aussi le diagnostic qu'il a fait et là, elles me disent non, mais c'est pas du tout ça qui vous arrive. Qu'est-ce qui m'arrive ? Elles me disent vous faites une dépression postpartum sévère. Je leur explique les hallucinations, l'agressivité que j'ai déjà ressentie une fois. Elles me disent non, mais ça rentre dans le champ de la dépression postpartum. Donc le traitement que le psychiatre vous a donné, vous l'arrêtez tout de suite. Vous ne le poursuivez pas. Et nous, on va vous en donner des antidépresseurs. Sauf que des antidépresseurs, ça n'agit pas tout de suite. Ça prend plusieurs semaines. Et donc, je les prends d'une manière très assidue. Mais en attendant, les hallucinations elles vont continuer. Avec Kevin, on décide de partir en Bretagne. On est en plein mois d'août pour me faire changer d'air. Il n'y a que Kevin qui est là pour moi. Il n'y a que Kevin qui me parle, qui m'écoute. Il fait ce qu'il peut. Il n'est pas parfait, mais vraiment, il fait ce qu'il peut. Il fait tout ce qu'il peut.
Mais en dehors de lui, il n'y a personne d'autre. On avait décalé notre mariage, parce que j'étais enceinte et je voulais pas me marier enceinte. Donc au mois de septembre, on doit se marier dans un château, avec 100 invités, un traiteur et tout ce qui va avec. Et évidemment, c'est moi le personnage principal. C'est moi la mariée. Il va falloir que j'organise les choses de dernière minute, que j'installe les tables. Mais je peux pas faire tout ça. Mais j'ai pas le choix. Les gens viennent de Bretagne, ils ont même réservé un mini-bus pour venir tous ensemble. Je peux pas leur dire, il y a des gens de 86 ans qui viennent à notre mariage, les grands-parents de Kevin. Je peux pas tout décaler. Pour tenir bon sur ce mariage, voilà comment je vais opérer. Jusqu'à l'église, je réussis à tenir bon. Parce que c'est aussi beaucoup de pression, ce mariage. Tout le monde me sollicite, tout le monde veut faire des photos, alors que je tiens à peine debout. Donc c'est comme ça que je fais. Dès que j'ai une montée de stress, je prends un anxiolytique et un verre d'alcool. Mais il se passe pas 1 heure sans que je fasse ça. J'ai un petit garde-fou, c'est mon amie d'enfance, ma meilleure amie, qui travaille en pharmacie. Et quand même, à chaque fois que j'en prends un, je lui dis. Et à un moment donné, j'arrive à la limite, elle me dit non, là t'en as vraiment trop pris, tu peux plus, sinon tu vas tomber. Donc voilà, mais je donne le change, je passe pour une mariée, je pense, un peu pompette. C'est rigolo. Mais en fait, je suis surtout une mariée qui est complètement droguée et alcoolisée, quoi. Mais mon mariage se passe comme ça. Le lendemain, j'ai qu'une hâte, c'est que ça se finisse. Enfin, et que je rentre. Je n'en peux plus. Le soir, donc on rentre, on dort chez mon père en Normandie. Je vais me coucher, je crois, à 18h et je dors d'une traite. Et à 9h du matin, Kevin est en bas avec Théo. Et moi, je prends mon téléphone et je décide d'appeler ma belle-mère, la mère de Kevin. En fait, je comprends que je peux plus m'occuper de Théo comme je devrais m'en occuper et qu'il va me falloir un relais sérieux. Et la seule personne à qui je pense, c'est ma belle-mère. Elle a eu 3 enfants. Ils sont tous devenus bien, tous devenus normaux. Je sais qu'elle s'occupe très bien de ses enfants. J'y vais pour qu'elle s'occupe de mon Théo. Elle s'occupera bien de mon bébé à ma place. Elle me dit que oui, bien sûr, on est les bienvenus chez elle. Et je laisse pas le choix à Kevin. Je lui dis, on va chez tes parents. Pour une durée indéterminée. On arrive chez mes beaux-parents et moi je suis là pour que ma belle-mère s'occupe de mon fils. Et à ma grande surprise, c'est de moi dont elle va s'occuper. Elle m'emmène marcher, elle me fait des petits plats réconfortants. Et je recommence à manger. Le soir, avec son mari, il joue avec moi à des jeux de société, aux cartes. Ça va être la première page de mon rétablissement. Et elle et moi, on cherche sur Internet et on trouve l'association Maman Blues. Je les appelle. La dame que j'ai au téléphone est très gentille. Elle me dit, écoutez, je connais une personne, c'est une psychologue. Elle le consulte qu'à distance, mais elle est très bien. Et j'ai trop hâte de rencontrer cette psychologue. J'ai trop de choses à lui dire. Et donc, j'ai ma première consultation avec elle et je fais que pleurer. Mais par contre, pour la première fois, je la vois. Elle me fait oui de la tête tout le temps. Je vois qu'elle me comprend. Elle me comprend, elle sait exactement ce que je ressens. Elle est capable de finir mes phrases. Et je me dis, enfin, quelqu'un qui comprend ce que je dis. Et ça me fait vraiment du bien. Elle me dit qu'il faut pas que je laisse mon esprit divaguer. Il faut que je fasse des choses, il faut que je m'occupe. Du coup, je me dis, ok, je rentre. Allez, je vais mener ma guerre. Je vais guérir. Et surtout, avec mon Théo, tant pis. Le lien ne s'est pas créé à la naissance. Je suis dans un rejet total de ma relation avec mon bébé. Et je vais améliorer tout ça. Et je vais construire ce qui ne s'est pas fait naturellement. J'ai mes antidépresseurs, ma psy, ma psychiatre, mon mari. Je vais y arriver. Je me renseigne sur tout ce qui est possible de faire avec son bébé. Alors, on va faire une séance de bébé massage, une séance de bébé yoga,
La PMI a des portes ouvertes tous les lundis matins, donc on va y aller. Tous les jours, avec Théo, nous avons une activité. Ça marche pas parfaitement, mais on arrive à tenir quand même comme ça. Il y a des fois où pendant 3 semaines, je reconnais pas mon fils. Je regarde Théo comme un bébé inconnu. Et puis après, pendant 2 semaines, en fait, on est connecté et ça redevient mon fils. C'est très fatigant parce que je me dis, à chaque fois, je reprends espoir. Je me dis, ah ça y est, je suis guérie. Ah ben non, je suis pas guérie. J'ai dû me dire au moins une centaine de fois que j'étais guérie. Quand Théo a 4 mois, je retombe enceinte. Et je suis complètement sous le choc de cette grossesse qui est complètement inattendue. Avec mon mari, on ne prononcera jamais un mot, c'est le mot avortement. On veut pas le dire. On veut pas le dire, je pense qu'on y pense tous les deux, parce que ça serait la décision raisonnable. Mais on prend la décision déraisonnable de ne jamais en parler et de poursuivre cette grossesse. Je me dis pour l'instant c'est le moment de Théo. Avec Théo on a trop de choses encore à faire, trop de choses à vivre. Ce nouveau bébé on verra quand il sera là. Mais pendant cette grossesse j'en parle jamais, je touche jamais mon ventre. Tout ce qui compte pour moi c'est Théo. Petit à petit les symptômes disparaissent. Les hallucinations s'arrêtent, l'anxiété s'arrête, les crises d'angoisse aussi. Tout s'arrête petit à petit. Un jour je vais me dire mais ça fait longtemps que j'ai pas eu du mal à reconnaître Théo. Est-ce que je serai guérie ? Théo est né au mois de juin 2024. Ma fille est née au mois d'août 2025. Pour ma fille, ça s'est passé comme ce que tout le monde raconte. J'ai eu un coup de foudre à la naissance. Quand je l'ai vue, je me suis dit que c'était la plus belle chose que j'avais jamais vue de ma vie. Et je l'ai aimée à la folie dès le premier jour. Il y a une chose très importante que je me suis dite à plusieurs reprises, j'ai toujours refoulé cette pensée, j'en ai jamais parlé à personne, que ce soit à ma psychiatre ou à ma psychologue ou à Kevin. C'est que parfois je me disais que si je me débarrassais de mon bébé, de Théo, j'allais retrouver mon vrai bébé. Ça faisait partie de mes pensées qui me hantaient. Ça faisait partie de tout l'aspect psychotique de ce que j'ai vécu. Et heureusement, j'ai jamais été jusque-là, mais n'empêche que j'y ai pensé. Quand ma fille naît, je me rends compte que ça fait bien 3 mois que j'ai plus eu de problème. Aucun. Je remange complètement normalement depuis longtemps maintenant. Mon fils, c'est bien mon fils. Je ne pense pas du tout qu'on l'a échangé. Je ressens un lien très fort avec lui. Tout se passe bien. Tout se passe normalement, en fait, tout simplement. Je ne saurais jamais exactement ce qui s'est passé, le terme médical. Au choix, il y en a eu plusieurs. Mais ça a été très long. Et honnêtement, rien ne s'est créé naturellement avec lui. On a créé ce qui existe aujourd'hui entre lui et moi. Comme quoi, si ça ne vient pas naturellement, ça peut se créer. C'est dur, faut s'accrocher, mais ça peut arriver. Transfert est un podcast produit par Slate. Direction et production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargée de production, Astrid Verdun. Chargée de post-production, Mona Delahaye. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 3 fois par mois, Transfert donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, c'est simple, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter, notre compte Instagram et rejoindre le Discord de Transfert. Toutes les informations nécessaires sont disponibles dans la description de l'épisode.
Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.